On passe à présent donc à l'analyse de LV1 espagnol. Donc on va diffuser ici le sujet. C'est intéressant ici de l'analyser, même s'il y a une minorité d'LV1 espagnol, pour notamment se préparer dans un premier temps à la BCE, dans un second temps pour quand même répondre aux différents étudiants en LV et pour les autres langues que nous n'allons pas traiter ici, vous pouvez directement aller sur Mister Prépa. On a fait une analyse complète sur les LV1, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand également. Donc je vous invite directement à aller sur Mister Prépa dans l'instant concours pour avoir accès à toutes ces infos. Donc on partage l'écran, vous nous voyez ici avec Aurélia et vous voyez le sujet donc apparaître à l'écran. Donc un sujet qui se compose d'une version, d'un thème et de sujets d'essai, pour le coup des sujets d'essai qui sont un petit peu plus complexes dans la formulation finalement que la LV2 espagnole ou surtout que la LV1 anglais où on avait pour le coup deux sujets identifiés assez clairs. Là ça reste un petit peu plus complexe dans la formulation, un petit peu plus technique je dirais. Ici donc on a dans un premier temps une version tirée d'El País, encore une fois ici un grand classique sur la version. Qu'est-ce que tu as pensé de cette version, Aurélia? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu as identifié des mots ou des structures de phrases qui sont un petit peu plus complexes, déroutantes pour les candidats? Alors, du coup, pour la version, il y avait quelques mots qui pouvaient poser problème, notamment des mots de vocabulaire et du coup, qui pouvaient impacter sur le sens de la phrase. Donc, moi, j'ai noté vislumbrar, qui veut dire entrevoir. J'ai aussi noté la discrepancia, qui est située dans le deuxième paragraphe Exact. et qui pouvait poser du coup un problème sur la compréhension de cette phrase qui, je pense, est assez compliquée. Donc, qui est la troisième ligne du deuxième paragraphe. Y sin embargo, la discrepancia acerca del pasado y lo que significa cette phrase, qui pouvait poser problème donc du coup au candidat. Et aussi, si on avait oublié que fracaso c'était échec, ça pouvait aussi nous poser un petit problème ici. Sinon, en général, c'était des phrases qu'on pouvait sinon, si on ne connaissait pas forcément le vocabulaire, qu'on pouvait deviner, qu'on pouvait donc comprendre, vu que c'est un extrait d'un comment on dit, d'un d'un périodique. Du coup, on pouvait essayer de deviner les phrases si jamais on se rappelait plus de quelques mots de vocabulaire. Donc, c'était pas forcément très piégeux au niveau de ça. Non, et après, c'est ça. Et du coup, là, je vais vous partager en simultané. Donc là, hop, je vais aller directement ici sur les éléments. Donc là, au niveau de l'analyse, donc là, qui nous a été proposée par Justine. Donc là, ici, donc on avait justement les mêmes choses que tu as relevées. On avait Incolume, donc aussi qui peut être présent. La convivencia, donc pareil, qui peut être déduite par cohabitation, mais qui est pas forcément à première vue hyper évident. Concitar, ici pareil que moi j'avais relevé personnellement, je trouvais qu'il pouvait pas forcément être euh, hyper, je dirais classique et qui tombe pas forcément régulièrement. Vislumbral également, et il y en avait un autre donc là pour se remettre sur le sujet sur donc le ABLC à Wandado, pareil qui peut ici causer un petit peu de soucis. Mais encore une fois, on arrive avec le sens global des phrases à avoir quelque chose de cohérent, mais sur certains mots, voilà, je pense qu'il va y avoir quand même des écarts qui vont pouvoir se faire, et bien évidemment, encore une fois, c'est l'essence même d'un concours, de pouvoir comparer des étudiants, mais sinon, ici, il n'y a pas de difficultés majeures. On en a identifié environ 8 sur cette version, donc il y avait quand même largement moyen de s'en sortir. Il y avait également donc le terme relevante, bah, logiquement, quand on est en espagnol, on arrive à le traduire, et qui était représent d'ailleurs la relevancia dans l'essai. Donc ici, pareil, si on n'avait pas ce mot-là, on pouvait être un petit peu embarrassé sur la traduction et sur la compréhension du sujet de l'essai. On va pas s'attarder davantage sur la version, on va ici aller sur le thème qui pour le coup pose un petit peu plus problème, et finalement ici découlant non pas d'un journal de la presse, mais finalement ici qui découle de la Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, donc connotation un petit peu plus littéraire finalement ici du côté de la L1 écrit comme.
Qu'est-ce que tu as identifié, Aurélia, toi, comme principale difficulté sur ce thème? Alors du coup, sur celui-là, on pouvait déjà avoir un petit problème pour traduire le depuis 50 heures. Donc, vous pouvez mettre Yevar, puis mettre le participe passé du verbe, qui pouvait être une traduction possible. Ensuite, il fallait bien traduire certains verbes, par exemple, conseiller, bien mettre le A devant aconsejar. S'embraser pouvait aussi poser problème parce que c'est pas un mot qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours ou qu'on va forcément apprendre pour nos concours. Donc, du coup, qu'on pouvait traduire par arder. Sinon, il y avait la survie, sobrevivir, qui pouvait aussi, ça dépend. Enfin, normalement, si on est en LV1, c'est les verbes qu'on connaîtra, mais si jamais on a un trou, ça peut nous poser un problème. Et ensuite, il fallait bien traduire aussi au niveau de la nationalité. Donc, on avait les Chiliens, donc la troisième ligne du thème, mais on avait la réponse dans la version. Donc, Exactement, normalement, si on avait chilenos. bien lu notre version, Au tout début, c'est ça ça. devait bien se passer. Il n'y avait pas trop de problèmes ici, enfin par rapport en tout cas à ce terme-là. Et du coup ici, donc là sur le thème, ici donc les principaux éléments de vocabulaire ici qu'on avait relevé. Donc il y avait donc traverser par travesias, veiller par velar, glisser par deslizar, atterrir par aterrissar. Et encore une fois ici, si vous n'avez pas les mots exacts, voilà, vous avez dit quelque chose qui était assez similaire, qui gardait de la cohérence, qui gardait du sens, c'est l'essentiel. Montrer au correcteur que vous vous battez, je dirais, avec le sujet, que vous faites en sorte finalement de pas laisser d'omission, de montrer voilà que vous essayez. La structure non plumée également qui était présente, le no sino, tandis que avec mientras qui était présent également dans le thème. Donc voilà, si on avait fait dans la version, pardon, donc pareil par rapport à ça, il fallait avoir je dirais une bonne cohérence. L'expression de la durée qui nous a été relevée ici avec tu avais disparu depuis 50 heures et pareil ici la volonté de piéger le candidat sur le 50 horas. Pareil logiquement ici si on est en LV1 on arrive à traduire les chiffres, c'est un peu le basique et surtout que la traduction des chiffres elle est de plus en plus importante. On l'a vu notamment hier avec la LV2 où il y avait marqué expressément sur l'une des deux épreuves, je sais plus si c'était espagnol ou anglais, qu'il fallait traduire en toutes lettres un nombre. Donc il faut être hyper vigilant et précautionneux sur ça, bien connaître les chiffres parce que si on perd des points là-dessus, c'est hyper bête alors que ça doit être maîtrisé en toute logique. Ça nous amène ici donc vers deux sujets d'essai. Donc là ici on a amené quelques éléments de réponse. On n'a pas voulu faire de plan détaillé sur l'analyse. Du coup ici deux essais pour le coup qui étaient un petit peu plus complexes avec peut-être des mots qui pouvaient poser problème à la compréhension. Aurélia, t'en penses quoi? Et est-ce que tu peux justement nous énoncer les deux sujets qui ont été proposés pour cet essai espagnol LV1 écrit comme 2024? Du coup, pour les sujets, donc pareil, on avait quelque chose qui était vraiment civilisationnel et quelque chose d'un peu plus général qu'on pouvait même relier de la géopolitique pour le deuxième, même pour le premier. Du coup, pour le premier, ça parlait donc de l'Union européenne et de la CELAC, donc qui sont deux euh, ah, je perds mes mots en français. C'est deux enfin, c'est deux réunions de pays qui se sont unis. Et donc, on parle d'une possible réunion des deux, donc d'un rapprochement entre les deux. Et qu'est-ce que ce rapprochement de ces deux organisations? Ah oui, ces deux organisations régionales. Donc, qu'est-ce que le rapprochement de ces deux organisations régionales pourrait provoquer? Donc, déjà, le fait qu'ils aient renoué des relations, ça nous montre qu'on part, on part vers un chemin où ils vont pouvoir avoir des intérêts en commun. Donc, on pourrait penser à des liens commerciaux, des liens économiques. Donc, on pourrait commencer par développer ça. Puis, on pourrait se demander qu'est-ce que ces liens commerciaux et ces liens économiques pourraient engendrer. Donc, on peut parler d'ajout de connaissances, de création d'emplois, de partage de technologies, d'innovation. Vous pouvez en fait ici vraiment proposer plein d'avantages qui pourraient être engendrés par ce rapprochement.
Et on pouvait aussi penser au défi global que les deux organisations pourraient ensuite adresser ensemble. Donc on peut parler des droits humains, on peut parler aussi du réchauffement climatique, puisque au plus des pays vont s'investir et vont se rapprocher, au plus ils auront un impact en fait sur leurs décisions et sur les décisions du monde. C'est ça, bah, c'est la logique de voilà, plus on est, plus c'est complexe forcément dans l'aspect décisionnel et finalement se poser la question un peu qu'on peut aussi avoir en guise d'ouverture, c'est finalement bah, si on a c'est pourquoi il y a un rapprochement qui se fait entre ces deux types d'organisations régionales et pas avec d'autres organisations et par exemple ici avoir le débat qui est présent ici et pour le coup on inclut ici le Mexique avec voilà ALENA, Mercosur qu'on pourrait ouvrir. C'est vrai que l'Union européenne inclut l'Espagne, qui est aussi un pays forcément programme absolument. Mais du coup, il y avait cette logique-là à avoir et à prendre en compte, sur lequel on pouvait ouvrir le sujet. Un deuxième, donc qui parlait un petit peu plus d'une thématique géopolitique ici sur le soft power. Aurélia, si tu peux nous le traduire et nous évoquer deux, trois éléments pertinents. Du coup, ici, on parlait de la relevance donc du soft power donc dans les relations internationales actuelles. La pertinence, du Et coup. donc, en fait, la pertinence, pardon, oui, la pertinence, la pertinence donc du soft. Ah ben voilà, ça l'a fait complètement bugger la pertinence du soft power. Donc Aurélia qui va revenir. Pardonnez-nous, on va rester encore 5 minutes ensemble avant de se quitter et on va revenir là-dessus. La bourse qui lui a complètement fait bugger, ça restera dans les annales, c'est le cas de le dire. Donc là, hop, on est en train de reconnecter Aurélia juste ici et c'est tout bon. Elle est avec nous. Voilà, nickel. Donc on te laisse reprendre Aurélia là où tu en étais. Euh, ok. Du coup, ici, il faut faire attention et nuancer. Donc, puisqu'on nous demande la cuenta, donc ça veut dire il faut faire attention de voir quels sont les apports et jusqu'à quel point. Donc, faut voir par rapport aux alliances, faut voir par rapport à la résolution de conflits. Donc, pour voir si le soft power en fait va vraiment nous apporter quelque chose. Faut voir si du coup, grâce à cette manière pacifique, si ça fonctionne. Et aussi de voir qu'avec le soft power, on va pouvoir utiliser donc les réseaux sociaux, etc. Donc, voir jusqu'à quel point en fait le soft power va nous permettre de résoudre des thématiques problématiques dans le monde. Ok, hyper clair. Tu te serais orienté vers quel sujet parmi les deux de ton côté? Je pense que je serais encore partie sur le sujet civilisationnel, donc je serais encore partie sur le premier, parce que en fait, les organisations régionales, c'est quelque chose qu'on va beaucoup aborder au cours des 2 années. Personnellement, dans ma prépa, je les avais vues et revues, donc franchement, c'est quelque chose qui retombe aussi assez souvent, les défis des organisations régionales, même en géopolitique. Donc du coup, je pense que je serais partie pour le premier pour être sûre de moi. Ouais, je pense que j'aurais fait ça aussi. Je pense que j'aurais pris le 1. Bah, j'avais LV2 espagnol, donc j'aurais pas eu le choix à faire, mais je pense que je me serais orienté vers ça. Ultime conseil. Donc là, demain, on a l'épreuve de culture G, on a le résumé. Donc là, l'idée, c'est surtout de faire un point sur l'après et notamment prévision des langues. LV la semaine prochaine. L'année prochaine, non, j'espère pas pour vous, vous n'allez pas cuber. Mais pour la semaine prochaine, LV. Pour rappel, il n'y a plus d'épreuve IENA. C'est fini. IENA, ça va uniquement être pour les oraux. Pour les écrits, vous avez écrit comme. Donc là, c'est bon, vous avez passé toutes les langues écrites comme, c'est OK. Semaine prochaine, au niveau de la BCE, vous allez avoir donc LV qui va valoir pour l'ensemble des écoles. Donc, ce qui signifie que les épreuves de langue, donc LV1, LV2 pour LV, vont être plus importantes que jamais puisqu'il n'y aura pas de IENA. Donc, grosso modo, toutes les écoles de HEC à Brest vont prendre LV. Donc, il faut absolument réussir ces épreuves-là. Ça va être des épreuves clés. Justement, quel conseil, Aurélia, pour réussir ces épreuves-là? Et finalement, quels conseils donner à des étudiants qui ne s'en sont pas sortis comme ils l'auraient souhaité pour Ecricom et finalement faire quelques ajustements pour limiter la casse ou alors réussir pour ceux qui sont meilleurs pour les épreuves LV?
Du coup, un petit conseil, ça serait vraiment revoir. Si vous avez fait des fiches, ça serait pas mal de revoir en fait les petits points clés que vous avez vus donc pour la civilisation, pour le thème, voir oui, oui, pour le thème, voir les structures qui pourraient vous poser problème, voir du coup le sujet qui est tombé l'an dernier, si vous auriez eu des problèmes sur ce qui s'est passé, sur ce qui est tombé, pardon. Voir aussi l'actualité, puisque l'an dernier c'est tombé, enfin l'an dernier le sujet était vraiment d'actualité. À Elvie avec la monarchie. Donc ça sera sûrement sur quelque chose qui est dans l'actualité aussi. Faire du lien, pareil comme dans toutes les épreuves, que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou dans n'importe quelle langue, toujours être clair dans ce que vous allez dire. Et même si vous êtes raté sur donc une épreuve, c'est pas la mort. Faut vraiment avancer et à chaque fois voir plus loin, ne pas rester bloqué sur un échec et relire ce que vous avez vu. Dites-vous que là, ça fait 2 ans que vous révisez pour un concours, vous êtes donc plus près que jamais. Donc, si enfin, vous ferez dans tous les cas de votre mieux. Euh, donc, euh, donc, normalement, ça va bien se passer sur Alvi. Et bien lire les consignes, bien voir chaque mot, qu'est-ce qu'il veut dire, s'il y a des Faire les sous-entendus, décomptes. etc. Vraiment bien lire. Faire les décomptes, et là c'est vrai qu'Ecricom le stipulait bien, hein, je le remets pour cette conclusion-là, hein, mais Ecricom le mettait bien, voilà, qu'il faut bien faire les doubles slash, les traits pour enfin tous les 50 mots, donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à bien mettre en avant, donc ça va, vous avez l'habitude entre le résumé, la synthèse, les différents essais, donc là ça doit être qu'une formalité, mais gardez bien du temps à la fin, 5 minutes pour la relecture globale, pour s'assurer que le décompte des mots soit bien, soit propre, parce qu'encore une fois, un étudiant, un candidat qui ne va pas faire ça risque d'être pénalisé et sanctionné. Donc c'est vraiment essentiel et important de bien le mettre en avant, de bien le faire, parce que vous passerez devant d'autres candidats qui ne l'auraient pas fait.